L'événement est suffisamment rare pour être remarqué. Les trois principales institutions juives, que sont le CRIF, le Fonds social juif unifié et le Consistoire central, ont lancé un appel commun à la veille des élections régionales pour, je cite, faire barrage aux extrêmes, en désignant explicitement la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon et le Rassemblement national de Marine Le Pen. Bien sûr, on peut y voir le rôle de sentinelle de la République que ces institutions endossent régulièrement, mais on pourrait aussi le comprendre comme une mise en garde à usage interne, l'inquiétude d'une porosité de plus en plus importante des thèses de l'extrême droite au sein de la communauté juive. Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoun, vous avez publié en 2019 La main du diable, où vous explorez comment l'extrême droite a voulu séduire les Juifs de France. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. En politique, 2 ans, c'est très long. Vous allez nous dire si cette tentative de séduction a opéré ou pas. Comment est-ce que vous interprétez d'abord cet appel-là des institutions juives à la veille des régionales ? Alors déjà, on peut l'interpréter comme une cohésion et une unanimité, c'est-à-dire face à cette tentative de séduction. Donc la tentative de séduction est toujours d'actualité, voilà, ça c'est sûr. Les preuves et les expressions s'en sont succédées durant ces 2 dernières années et elles n'ont pas faibli. Et ce que je comprends, c'est que les 3 institutions et leurs dirigeants ne se laissent pas tenter par le Rassemblement national et que même loin de se laisser tenter, ils continuent à le considérer comme un danger. Alors ça, ce sont les institutions et les dirigeants, mais on a eu un peu le sentiment d'une artificialité là-dedans, comme s'il y avait un écart qui se creusait de plus en plus entre les dirigeants et la base, si on peut dire, des Juifs de France. Vous êtes sur le terrain, vous allez à la rencontre de ces Juifs qui votent Rassemblement national. Qu'est-ce que ça représente comme masse de personnes et pourquoi est-ce qu'ils votent RN ? C'est difficile à mesurer. Lorsque nous avions mené ce travail d'enquête, on s'était basé sur des études de l'IFOP dans, on va dire, des bureaux de vote potentiellement où un électorat juif est possible à retrouver, puisque c'est dans des circonscriptions, dans des endroits où il y a des commerces, des restaurants cachers, des écoles. Et là, pour le coup, le vote Front National était beaucoup plus faible que dans les bureaux de vote avoisinants. Donc les votes juifs à l'égard du Rassemblement national sont très faibles. Est-ce qu'il y a une véritable dynamique, une véritable évolution ? On ne peut pas le mesurer. Par contre, dans les discours, il est certain que beaucoup plus se mettent à dire Marine Le Pen a raison, ou à adhérer verbalement ça, c'est quelque chose que vous entendez sur le terrain. Alors moi je pense que, comme d'habitude, qu'est-ce qui est le plus expressif ? Ce sont les réseaux sociaux. Oui. Dans les réseaux sociaux, comme d'habitude, une minorité peut faire le buzz, c'est-à-dire qu'on peut avoir une sensation qu'il y a énormément de gens qui... Alors moi je ne crois pas qu'il y a énormément de gens. Par contre, il y a beaucoup plus de gens qui s'autorisent à... Et ça, c'est notable. C'est-à-dire qu'avant, les gens ne pouvaient pas dire « bah oui, et pourquoi pas Marine Le Pen ? Bah oui, elle n'est pas pire qu'une autre. Et oui, après tout, on n'a pas essayé. » Ça, ce sont des expressions. Maintenant, les gens que nous avons rencontrés, quand ils s'expriment en faveur de Marine Le Pen, ou en tout cas pas en sa défaveur, ils continuent à bien préciser au début « non mais moi, je ne vais pas voter pour elle. » Donc, il y a quand même encore une digue qui n'a pas sauté, à mon avis. Ça reste encore un peu tabou, quoi. Mettre un bulletin dans l'urne Le Pen est encore quelque chose qui paraît impossible. Le nom et ce qu'il représente est trop fort. Donc la résistance, elle est encore là. Et puis les messages des institutions juives, dont vous parliez au début, il ne faut pas en minimiser l'effet. Malgré tout, elles viennent rappeler la digue, elles viennent rappeler à l'éthique. Il y a une réceptivité de ce message. Je pense que les Juifs sont sensibles à ce type de message-là, qui viennent leur rappeler qu'il n'y a pas de changement, même si d'apparence le nom Front National est devenu Rassemblement National. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, dans les discours des institutions juives notamment, l'antisémitisme, on le localise quand même beaucoup à l'extrême gauche par les sorties, pour le moins fantasques, de Jean-Luc Mélenchon notamment. Il n'y a pas de quoi s'étonner non plus que finalement Marine Le Pen, le Rassemblement national, ça n'effraie plus autant, quoi. Plus encore, c'est le Rassemblement national met en scène sa lutte contre l'antisémitisme d'extrême gauche ou contre l'antisémitisme islamiste. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus que par le passé une volonté de la part de ce parti de surfer sur la peur des Juifs, de venir désigner cet antisémitisme-là qui est menaçant, tout en
en parallèle masquer cet antisémitisme qui régnerait au sein de son parti, c'est-à-dire ce vieil antisémitisme d'extrême droite. Et donc, en désignant l'antisémitisme ailleurs, c'est une manière aussi de dédouaner celui qui est encore vivace au sein de son parti. Et il est vrai que une partie des Juifs de France sont, et à raison, très inquiets face à l'antisémitisme islamiste qui tue, ou face à l'antisémitisme d'extrême gauche ou d'ultra-gauche plus précisément, qui prend de l'ampleur. Mais il ne faudrait pas pour autant minimiser cet autre antisémitisme. L'un n'annule pas... ça, c'est encore d'actualité. Il y a encore, vous pensez, un fond comme ça, antisémite, ancien, canal historique au sein du Rassemblement national. Alors justement, je voulais dire, Jonathan a utilisé le conditionnel. C'est pas un conditionnel, mais on a constaté que c'était vraiment un présent actif. Oui, il y a au sein des rangs du Rassemblement national des néo-nazis, des gens qui ont eu des propos sulfureux. Ce qu'on constate, c'est que Marine Le Pen parfois fait des actes très spectaculaires. Par exemple, elle va démettre telle personne de sa place hiérarchique, mais on va s'apercevoir que 3-4 mois après, hop, on le retrouve ailleurs. Donc en fait, elle s'en est pas séparée. C'est du micromanagement en fait. Alors c'est du micromanagement, c'est surtout beaucoup de poudre aux yeux, parce que concrètement, à l'intérieur de ce parti, d'abord il y a une extrême minorité de juifs, mais vraiment ils se comptent sur peut-être les deux doigts d'une main, peut-être un peu plus, allez, mais ça veut dire que on se sent pas bien quand on est juif dans ce parti. Ça reste pertinent aujourd'hui. Ça reste très pertinent, comme on sait que ça reste très pertinent que les membres à l'intérieur du Front National au dernier congrès, quand ils ont vu les étudiants de l'Union des étudiants juifs de France devant les portes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Deux choses, ils distribuaient des flyers. Bon bah ça se fait partout, ok, ils disaient pas des choses, ils disaient est-ce que vous savez ce que c'est, ok. On a vu des gardes du corps extrêmement musclés, physiquement les repousser. Ensuite, on a vu des membres du Front National qui se rendaient au Congrès, venir s'adresser à ces étudiants et leur dire, quand ils voyaient le sigle du JF, rentrez chez vous à Tel Aviv, qu'est-ce que vous croyez que c'est parce que vous avez les banques que vous avez dirigé toute la France, la France n'est pas à vous. C'est-à-dire que il y a toujours dans les gens qui fréquentent ce parti beaucoup d'antisémites. Il y a en marge des congrès toujours des soirées avec des chants néo-nazis et des saluts hitlériens. Donc ça existe. Et donc c'est-à-dire que quand Marine Le Pen fait à chaque veille d'élection le ménage entre guillemets dans ses troupes, c'est de la vitrine en fait. Et en réalité, est-ce qu'elle fait vraiment le ménage? Dernière élection présidentielle, au moment où elle est au second tour, son premier acte politique, c'est de nommer un président par intérim. Elle choisit Jean-François Jalc comme président par intérim du Front National. Un homme qui a tenu des propos négationnistes et pétainistes. Elle a 2 jours après retiré, parce que ça a refait l'actualité, mais donc son premier acte politique au moment où elle est le plus proche du pouvoir est celui-ci. Et puis même les nouveaux visages, ceux qu'on présente comme les nouveaux visages pas historiques comme Jordan Bardella, lui-même, son premier engagement politique, c'était d'être l'attaché parlementaire de ce même Jean-François Jalc. Donc il y a bien sûr une sorte de transmission. Croire qu'il y a un ancien canal historique du Front National dépassé, remplacé par des nouveaux qui ne sont pas en lien, qui ne s'inscrivent pas dans cette filiation, je ne crois pas. Et enfin, un dernier point qui, moi, me semble encore plus important que la question de l'antisémitisme de l'extrême droite, c'est comment l'extrême droite se positionne par rapport aux juifs, ou par rapport au judaïsme. Et sur ce sujet-là, le fait que ce soit le seul parti qui veut aujourd'hui interdire aux juifs le droit de porter la kippa dans la rue ou de manger cachère serait déjà rien qu'en soi. Oui, Marine Le Pen avait demandé un effort à ses compatriotes juifs. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une par solidarité dans la lutte contre l'islam politique. Mais c'est assez paradoxal de dire aux juifs, non seulement parce qu'une partie d'entre vous ne peuvent pas porter la kippa dans certains quartiers parce qu'ils pourraient être agressés, eh bien autant l'interdire dans l'ensemble des quartiers ou l'inscrire dans la loi. C'est en réalité indirectement une alliance avec ceux qui agressent puisqu'elle participe à cet effort-là de empêcher, cet autre effort-là, qui est plutôt un effort négatif, d'empêcher les juifs de porter la kippa dans la rue. Alors tout ça, ça s'entend, mais d'un autre côté, on sent bien que le gommage, au moins esthétique, de l'antisémitisme ou de l'antijudaïsme au sein du Rassemblement national, ça reste vital dans cette stratégie de dédiabolisation. Je pense à Gilbert Collard, qui a annoncé récemment que si Marine Le Pen allait être élue en 2022, ben elle allait transférer l'ambassade de France en Israël à Jérusalem. À quoi ça sert de dire ça ? En fait,
il est très important, et Louis Alliot nous l'a dit, en même temps d'ailleurs qu'il nous a dit, et parce que nous on a entendu l'intonation avec laquelle il a dit, il va falloir faire un effort. Parce que quand on lui a dit, mais alors en ce qui concerne le port de la kippa et l'abattage rituel, comment ça va se passer, il nous a dit, il va falloir que vous fassiez un effort, hein, parce qu'on ne peut pas autoriser aux uns ce qu'on va interdire aux autres. Alors les uns, les autres, ça veut dire qu'en fait, les Arabes, les Juifs, c'est un peu au même niveau, et que, comme l'avait dit d'ailleurs Ménard, lui, il nous a dit, non mais les Juifs, ils posent pas de problème. Non, ça veut dire quoi? Les Juifs, ils posent pas de problème. Donc, c'est-à-dire que dans tous les cas, c'est une population, les Juifs à part. Si jamais elle pose des problèmes, on verra bien ce qu'on fera. Ça reste des métèques en fait, finalement. Exactement. Moi, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Ça, vous l'avez compris aussi. C'est-à-dire que tous ces métèques là, les Juifs et les Arabes, mais les Juifs se comportent mieux. Actuellement, que les Arabes. ça va. C'est ça. Donc Louis Alliot nous a dit aussi à ce moment-là qu'il voulait casser le plafond de verre, pour répondre à votre question. Oui. Donc le plafond de verre, c'est-à-dire cette marque antisémite qu'ils auraient sur eux, qu'ils ont sur eux, mais eux, ils le considèrent, parce que qu'est-ce que ça veut dire, la dédiabolisation? On les a diabolisés. Comme d'ailleurs, vous savez, en ce moment, ça fait longtemps, en France, comme être antisémite, ça ne peut plus s'afficher. Donc, dès que vous dites à quelqu'un qu'il est antisémite, qu'est-ce qu'il fait? Il vous attaque en diffamation. Alors même si c'est ce que fait Dieudonné. En fait. Voilà. On l'a diabolisé. Alors, on diabolise Soral, on diabolise Dieudonné. C'est lui la victime. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est pour ça que c'est très important pour eux de pouvoir avoir l'adhésion des Juifs. C'est la preuve qu'ils ne sont pas antisémites. Donc, ça serait le plafond de verre, en quelque sorte, ce qui leur manque pour être respectable. Il y a aussi quelque chose d'antisémite là-dedans, en fait. C'est-à-dire, c'est prêter beaucoup aux Juifs, au pouvoir des Juifs, de mettre tellement le paquet sur la dédiabolisation. Oui. Dans un autre registre, c'est quand même quelque chose qu'on entend de plus en plus souvent. Ce sont ces personnes qui ont voté pour Emmanuel Macron en 2017, contre Le Pen, et qui disent, cette fois-ci, en 2022, je ne veux plus me faire avoir. Je ne revoterai pas pour Macron, juste pour que Le Pen ne passe pas. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il y a cette sensation de s'être fait avoir? Je crois qu'il y a surtout un recul net sur la conscience du danger de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, le sentiment de se faire avoir prévaut sur la menace que représenterait l'extrême droite au pouvoir. On oublie la gravité, la dangerosité d'un tel parti, comme le fait, par exemple, que ceux qui viennent rappeler le caractère dangereux pour la République et pour la démocratie que représente l'extrême droite sont qualifiés de diabolisateurs, comme pour reprendre l'expression qui a été utilisée maintenant inversée, ou pour des vociférateurs, ou pour des personnes qui exagèrent la dangerosité ou qui viendraient faire une comparaison avec des périodes bien antérieures. Bien sûr, l'extrême droite ne cesse de changer, mais l'extrême droite des années 30 n'était pas la même que celle du début du XXe siècle ou que celle du XIXe siècle. Et l'extrême droite d'aujourd'hui a certes un visage différent parce que l'histoire se prolonge, l'histoire change, les partis politiques évoluent, il n'empêche qu'ils gardent ce caractère extrêmement dangereux pour la démocratie. Et donc, on est dans une période... Il suffit de regarder la Pologne ou la Hongrie, d'ailleurs. Tout à fait. Et d'ailleurs, même quand ceux disent, c'est pas grave, au pire des cas, on essayera pendant un temps l'extrême droite. Mais en fait, comme si on ne l'avait jamais essayé, ce qui est déjà mal connaître l'histoire de France, mais aussi le fait de mal connaître l'actualité de l'Europe, où en effet, il y a des démocraties illibérales, comme on les appelle, qui viennent mettre en place des lois extrêmement dangereuses pour l'avenir de leur nation. Il y a la position actuelle de Marine Le Pen, qui par exemple remet en cause l'un des discours les plus importants sur la mémoire de la Shoah en France, qui est celui de Jacques Chirac en 95 sur le Veltif, où elle-même, elle n'est pas dans cette position de reconnaissance de la responsabilité de l'État français. Donc il y a ces exemples-là qui ne sont pas, c'est vrai, aussi graves que les propos de son père, mais qui reportent une grande responsabilité sur la manière dont on fait mémoire. Vous parlez de mémoire, de méconnaissance de l'histoire de France. La transition est toute trouvée avec le dernier thème que je voulais aborder. Éric Zemmour, potentiel candidat à la présidentielle, plusieurs fois condamné pour incitation à la haine raciale. Alors lui, il a une lecture très personnelle de l'histoire de la déportation des Juifs de France, puisqu'il considère que Vichy a sauvé les Juifs de France. Ça lui a valu un procès qu'il a gagné d'ailleurs, qu'il a été acquitté. Mais l'écrasante majorité des historiens considèrent que ça n'est pas le cas. Le fait qu'aujourd'hui, l'une des voix les plus fortes des idées d'extrême droite en France soit une personne juive, qu'est-ce que ça vous inspire?
Ça me rappelle, je sais pas pourquoi, mais ça me rappelle une blague d'humour juif. Ça se passe en Belgique, mais je pense qu'on va comprendre ça. Il y a une manifestation une bataille entre les Wallons et les Flamands, et il y a la police qui arrive et qui sépare donc les deux camps en disant les Wallons à gauche et les Flamands à droite. Et là, au milieu, il y a 5-6 personnes, et il y a Jacob qui prend la parole et qui dit « Et nous, les Belges, où on se met ?» Et je pense qu'il y a chez Zemmour, qui est d'origine juif d'Algérie, quelque chose de la France, d'une idée de la France qu'il défend avec une forme de panache face à des agresseurs, face à ceux qui veulent nous foutre dehors, qui en veulent justement à la France. Vous voulez dire ce patriotisme radical qui a pu être celui des Juifs d'Algérie ? Moi, je crois qu'il en est en tout cas inspiré, obligatoirement. En tout cas, la dangerosité dans son discours, c'est lorsqu'il utilise son identité juive pour, on va dire, défendre des idées qui ne serviraient pas forcément l'intérêt des Juifs de manière plus générale. Mais par exemple, je l'entendais dernièrement parler du Concile Vatican II, qui est quand même un des progrès les plus importants dans l'histoire de la lutte contre l'antisémitisme, le fait d'avoir rayé la mention de juifs perfides ou de déicides de la liturgie, du catéchisme. Eh bien, pour Éric Zemmour, ce n'est pas une avancée, ce n'est pas un progrès. Parce qu'on est dans la repentance. Et parce qu'on est dans la repentance et parce qu'on vient, on va dire, faire évoluer, progresser, moderniser un savoir religieux ou une croyance, d'ailleurs une pratique religieuse. Et lui, cette volonté de s'opposer à tout progrès qui viendrait prendre en compte une dangerosité pour une minorité et n'est pas un progrès. Donc oui, il y a cette tyrannie de la repentance. On parlait de la position de Marine Le Pen par rapport au discours de Jacques Chirac sur Avdiivka Veldiv, mais la position d'Éric Zemmour, bien que juif, reste la même. Et sur le port de la kippa dans la rue, il est aussi de ceux qui veulent empêcher les juifs de porter la kippa dans la rue. Donc le fait qu'il soit juif est secondaire, mais malheureusement, dans l'histoire de France, des identités juives qui viennent s'attaquer aux institutions juives ou au judaïsme, il n'est pas le premier. Il y a quand même quelque chose d'intéressant là, et j'en parle puisque vous avez consacré votre dernier ouvrage à la figure au mythe de Gaulle, l'adieu général. Le 18 juin, Éric Zemmour s'est rendu dans la maison natale du général de Gaulle, et il y a quand même une résonance avec ce que disait de Gaulle quand il est arrivé à Londres en 40. Il disait qu'il s'est retrouvé avec des membres de la Cagoule, cette faction d'extrême droite, et la synagogue. Parce qu'il y avait Raymond Aron, Pierre Dac, Romain Gary. Voilà, il y a quand même ce mélange-là d'extrême droite et de judéité qu'incarne Éric Zemmour. C'est assez stupéfiant. Il tient à rappeler cette phrase du général de Gaulle, dont on ne sait pas s'il a vraiment prononcé ou pas. Apocryphe. Voilà, c'est ce qu'on appelle des phrases apocryphes, qui est agitée par Éric Zemmour très régulièrement. D'ailleurs, à chaque fois qu'il se retrouve sur un plateau télé, dans un débat long, face à une personnalité qui s'affiche comme juive, il vient rappeler cette histoire-là. Face à Raphaël Enthoven, on parlait tout à l'heure, face à Bernard-Henri Lévy. Dans ces débats télévisés, on est sûr d'avoir cette séquence. Parce qu'il y a ce fantasme-là à l'extrême droite, dont qu'il agite plus particulièrement, de juifs et antisémites peuvent cohabiter. D'ailleurs, ils ont déjà cohabité ensemble. C'était à Londres en 40 et c'était pour sauver la France. Et que le patriotisme le plus pur, serait celui incarné par les juifs, alors. En tout cas par les juifs qui accepteraient d'ailleurs des antisémites à leur côté. Alors, quand on connaît l'histoire, ce n'est pas une réalité. La composition de la France libre en 40 n'était pas majoritairement rassemblée par des antisémites et des juifs. Il y en avait proportionnellement, peut-être de manière plus importante que ce que ils représentaient au sein de la société française, mais ce n'étaient pas les antisémites d'extrême droite qui étaient au pouvoir auprès de De Gaulle à Londres. C'est une erreur. Et d'ailleurs, pour se justifier, Éric Zemmour vient rappeler que celui qui a fait un travail de recherche historique là-dessus est l'historien Simon Epstein. D'ailleurs, il vient rappeler en disant l'historien israélien Simon Epstein pour venir dire, regardez, je ne dis pas des bêtises. Eh bien, l'historien Simon Epstein, qui a fait un travail de recherche très pertinent, ne va pas dire ce que dit Éric Zemmour. D'ailleurs, il trouve qu'il instrumentalise son travail. Oui. Et puis, Éric Zemmour, dans tous les cas, je ne sais pas, il n'est pas le seul à utiliser De Gaulle, puisque Marine Le Pen elle-même ne cesse dernièrement de laisser entendre qu'elle s'inscrit dans la filiation de Gaulle. Elle a elle-même aussi tweeté le jour du 18 juin. Maintenant, c'est régulier. Avant, c'était avec Philippot qui s'affichait gaulliste et qu'on avait
entre guillemets toléré au sein du Front National. On se rappelle quand même que De Gaulle était honni par Jean-Marie Le Pen, que quand il avait 14 ans, c'est son premier acte politique, c'était de mettre des affiches qu'il avait fait maison contre De Gaulle, qui avait dans la constitution du parti Front National des gens qui ont participé à l'attentat du Petit Clamart contre De Gaulle. De Gaulle était honni parce que au sein du Front National, il y avait tous les gens qui supportaient l'OS, absolument, et donc il y avait pas du tout de sympathie pour De Gaulle, bien au contraire. Donc cette captation-là de l'héritage gaulliste au sein du Rassemblement National, c'est aussi un critère décisif de la dédiabolisation. En fait, l'idée c'est il faut qu'on s'inscrive dans le courant qui montre qu'on est des résistants, c'est-à-dire on inverse, on est la victime, on est les résistants, on soutient donc et la résistance et la victime et les juifs. Voilà, donc on reconstitue un visage du parti à l'extérieur, parce que à l'intérieur ça ne change pas, parce que au moment de changer de nom, faut se rappeler que le Rassemblement National, c'était un nom qui avait été utilisé par Jean-Marie Le Pen, et que le jour du congrès du changement, on peut aller l'écouter. Ce sont des choses, je sais que ces derniers temps, les gens n'ont pas envie d'aller vérifier tout ça, mais enfin, on peut l'écouter. Elle dit « Je ne renie rien du passé de ce parti. Nous nous inscrivons dans la lignée de ce parti et nous en sommes très honorés. » Donc, c'est clair. Merci beaucoup à tous les deux. Judith Cohen-Solal, Jonathan Ayoun. Je rappelle aux internautes qui peuvent se plonger, parce que ça reste toujours autant d'actualité dans les adieux au général, bien sûr, et dans La main du diable, comment l'extrême droite a voulu séduire les Juifs de France. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouvelles émissions.